la petite heure qui reste à la dimension du complot juif qui est au centre de l'antisémitisme, en fait, depuis, même pas le 19e siècle, depuis l'Antiquité, et j'y vais y revenir. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut mettre au jour régulièrement en matière de complot l'antisémitisme. Donc, pour ceux qui connaissent le basket, il y a eu la disparition de Kobe Bryant la semaine dernière. Et donc, il n'y a pas besoin de se pencher très longtemps pour trouver. Voici le tweet d'un journaliste argentin qui explique que si Bryant est mort, c'est parce qu'il volait dans un Sikorsky, qui est un appareil juif. Alors, voilà. Bon, alors, Sikorsky, ça n'a rien à voir avec les juifs. D'ailleurs, le chef de l'État polonais en exil à Londres s'appelait Sikorsky. Il est mort dans un accident d'avion en 1943. Donc, Sikorsky, quand on vole, vaut mieux éviter. Rien à voir avec les juifs, mais vous voyez que, voilà, journaliste argentin, bim, Kobe Bryant, c'est de la faute des juifs. Donc, coronavirus, je n'ai pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Et dès le prochain problème, ne vous inquiétez pas, vous aurez la version avec les juifs. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous donner plusieurs éléments en amont et de vous montrer aussi les mécanismes. Alors, souvent, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette focalisation sur les juifs ? Alors déjà, je ne vais pas vous donner de réponse parce que tout le monde cherche encore et qu'il y a des milliers d'ouvrages qui ont été écrits. Mais on peut avancer plusieurs éléments qui permettent de comprendre le substrat sur lequel tout cela repose. D'abord, jusqu'au milieu du XXe siècle, en Europe, les Juifs ont été la seule altérité. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, vu que la colonisation a laissé dans les colonies ce qu'on appelait les indigènes, on a affaire à un continent qui est quasiment exclusivement blanc. Et que l'Europe chrétienne ne connaît guère que les Juifs comme altérité. En plus, c'est une altérité qui a une particularité justement, elle est non visible puisqu'un Juif ressemble au reste de la population locale. Et en plus, historiquement, dans l'Europe chrétienne, et pour la chrétienté, évidemment, le Juif est coupable d'avoir tué le Christ. Et donc vous avez une interaction entre ces trois idées, ou ces trois éléments, qui vont créer une dynamique, particulièrement en Europe, et il faut insister là-dessus, l'antisémitisme est une création européenne. Maintenant, ces trois facteurs ne peuvent pas tout expliquer, mais de fait, il y a un autre élément, et celui-là on va le retrouver dès l'Antiquité, c'est que le judaïsme est la première religion à Dieu unique. Ce qui donc très tôt va distinguer cette religion de toutes les autres religions et qui va attirer les suspicions. Suspicions qui vont donner libre cours à tout un ensemble de crimes et de complots prêtés aux Juifs. Alors, je vais m'appuyer juste sur trois de ces complots qu'on retrouve à travers l'histoire et que je vais essayer de vous montrer en détail. Les accusations d'empoisonnement et de maladie. Un autre élément qui est très largement oublié en France en particulier, à savoir le crime de sang, qui est une accusation traditionnelle de l'antisémitisme. Et enfin, une troisième dimension qui là aussi est très largement oubliée en France, qui est la dépravation sexuelle. En fait, ces thèmes, ils apparaissent et ils disparaissent régulièrement. Mais par exemple, le crime de sang, juste un sondage, qui sait ce qu'est le crime de sang ? Voilà. Alors, le crime de sang, je vais
vous en montrer plusieurs, puisque ça a été une colonne vertébrale de l'antisémitisme dans la chrétienté, c'est le fait que les Juifs enlèvent des enfants chrétiens pour les tuer. Personne ici ne sait ce qu'est le crime de sang. En 2014, en Pologne, 13% des Polonais connaissent des gens qui ont été témoins de crimes de sang faits par les Juifs. Donc 13% des Polonais ont vu des gens qui ont vu les Juifs tuer des enfants. Et je vous rappelle qu'il y a moins de 10 000 Juifs en Pologne aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a affaire à des thèmes qui sont prégnants selon les sociétés et selon l'histoire de ces sociétés. Maintenant, en tant que spécialiste de l'antisémitisme, il y a un moment très particulier qui s'est dessiné en matière d'antisémitisme. Ça a été l'élection présidentielle, la dernière en date, qui a été très intéressante pour tout un ensemble d'éléments. Et je vais vous montrer 3 textes qui ont 3 origines différentes et qui ont tout en commun l'antisémitisme. Mais cette élection présidentielle est le moment où on a vu très clairement rejaillir sur le devant de la scène des éléments antisémites qui avaient très largement disparu. Vous arrivez à lire ou pas, là? Donc, il faut mettre des lunettes. Première recommandation. Du coup, qui n'arrive pas du tout à lire? Vous êtes la minorité. Désolé. Les textes seront mis à disposition sur le site. Ouais, par exemple. Et je peux pas. J'ai le nez totalement bouché. Je suis désolé. Il va me falloir 3 jours pour vous les lire, ces textes. Mais en gros, on a un extrait d'un discours de Marine Le Pen pendant la campagne en avril 2017, où notamment elle nous explique que M. Macron est notre antithèse parfaite, son projet mondialiste, oligarchique, immigrationniste, individualiste et ultra-européiste va à l'exact inverse du nôtre. Tous ces mots-là, dans cette phrase, sont des mots typiques de l'extrême droite, notamment des années 20 et 30, pour parler des Juifs. Marine Le Pen, qui est une fine lettrée, on ne peut pas lui faire ce grief-là, comme son père est un fin lettré, c'est exactement ce qu'elle fait quand elle utilise ces termes-là. Or, ce qui est intéressant, c'est que le terme oligarchie est devenu prédominant pendant l'élection présidentielle. On l'a retrouvé aussi bien chez elle qu'à la France insoumise. Or, de l'autre côté, vous avez un texte qui a circulé chez les militants de la France insoumise, notamment sur Facebook, c'est là où je l'ai trouvé, c'est un prof d'université lyonnais, tête d'affiche de la France insoumise, où on nous explique, on a une énumération de juifs qui sont qualifiés de franco-israéliens au service de Macron. Et enfin, le dernier, qui est évidemment le plus facilement dénonçable, qui est Soral, qui nous dit qui est Macron, un employé de la banque Rothschild et rien d'autre, un gay joyeux. Je vous passe la suite. Donc vous voyez qu'on a plein de thèmes qui sont mélangés un peu partout. Chez Soral, le mélange du juif, Rothschild évidemment, et de l'homosexualité, ce qui est un thème ultra récurrent dans l'antisémitisme. Blum, dans les années 30, est dénoncé comme étant totalement efféminé, par exemple. Donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver. Alors, à ma droite, vous avez les identitaires à Lyon, avec une banderole qui montre Macron, la finance contre la France. C'est exactement ce que je vous ai montré dans les années 30. Ou à ma gauche, une caricature qui a circulé aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, Macron, qui est au service des Rothschild, et chez les Gilets jaunes, on a une floraison de Rothschild. Ce qui est intéressant là, et c'est pour ça que je vous disais qu'en tant qu'historien de l'antisémitisme, c'est devenu flagrant au moment de l'élection présidentielle, c'est que Macron, si on le prend lui comme marqueur, c'est ce qu'on appelait jusqu'au début des années 2010 un pur produit de la technocratie. Et dans les années 80, 90 ou 2000, quelqu'un qui a le profil de Macron était dénoncé comme un technocrate ou alors, autre terme ultra péjoratif, un énarque.
C'était les termes récurrents qui étaient utilisés pour dénoncer ce type de profil, techno et énarque. Et d'ailleurs, notre président de la République, je ne vais pas parler de son ministre de l'Éducation, mais notre président de la République a exercé l'essentiel de sa carrière en tant que technocrate. Sauf que pendant quelques années, il a été employé de la banque Rothschild, ce qui est totalement anecdotique au regard de sa carrière. Et au cours du XXe siècle, on a une foultitude d'élus français de premier plan qui ont travaillé au sein de la banque Rothschild, pour en prendre deux, Pompidou et Henri Emmanuelli. Ni l'un ni l'autre n'ont été attaqués sur ce thème-là. En fait, le fait qu'on attaque Macron comme étant un employé de la banque Rothschild est significatif de la résurgence de l'antisémitisme. Puisque, évidemment, Rothschild est un vieux marqueur de l'antisémitisme. Voilà la première caricature connue consacrée au Rothschild en Allemagne en 1840. La caricature s'appelle le général Pompe, autrement dit, il pompe les finances de l'Allemagne, et il montre un membre de la famille Rothschild qui s'accapare toutes les richesses de l'Allemagne. En fait, ce thème-là, on va le retrouver décliné sous toutes ses formes, et ça vous montre aussi la circulation. Caricature de 1840 en Allemagne, la caricature de 1892 dans un obscur journal du Kansas, qui vous montre la pieuvre anglaise, en l'occurrence c'est Rothschild, qui contrôle le monde. Et qu'on retrouve en France au moment de l'affaire Dreyfus, avec une caricature de Léandre, qui vous montre à nouveau Rothschild qui domine le monde. En fait, le terme de la banque juive, et en particulier des Rothschild qui contrôlent le monde à travers leur banque, est un terme majeur de l'antisémitisme depuis le milieu du XIXe siècle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le classement mondial des banques, ce qu'est la banque Rothschild aujourd'hui, c'est rien du tout. Donc, les banques d'affaires sont à droite pour vous. Avec la première banque d'affaires, c'est Goldman Sachs. Bon, ok, c'est connoté. Mais Morgan Stanley, ça ne l'est pas. Et surtout, la banque Rothschild, elle est 26e du classement. C'est-à-dire que c'est rien du tout. En France, la banque Rothschild, dans laquelle a travaillé Macron, c'est moins de 300 employés. En revanche, si vous regardez le classement mondial des banques, vous voyez qu'on a affaire à tout autre chose. En gros, les 5 premières sont chinoises. Et on parle de milliers de milliards de dollars. Alors, si je voulais vous créer un complot, je n'utiliserais pas, enfin d'un point de vue scénaristique, une obscure banque d'affaires qui emploie 300 personnes en France, mais plutôt une banque chinoise qui contrôle des milliers de milliards de dollars, mais de manière très intéressante. À la fin du 19e, il y avait un truc raciste qui s'appelait le péril jaune, qui a disparu. Alors, il a refait la une des journaux, puisque c'est quoi Paris-Normandie, je ne sais plus quel... Le Courrier Picard. Bienvenue. Donc, bien inspiré, qui nous a fait le péril jaune, qui d'une part, titre évidemment puant s'il en est, sauf que le péril jaune, historiquement, c'est pas les Asiatiques vont tous nous rendre malades, c'est les Asiatiques vont nous écraser par le nombre. C'était ça le péril jaune. N'empêche que si vous voulez créer un complot, autant bien l'asseoir, utiliser le complot chinois pour dominer les banques mondiales, là ça se pose bien. Ou alors vous pouvez utiliser d'autres entreprises, par exemple le leader mondial du BTP, qui s'appelle Ben Laden. C'est pas mal non plus, mais personne vous a créé un complot autour de cette boîte de BTP
dont l'un des rejetons par ailleurs est devenu un terroriste international. Ce qui vous montre que cette puissance réelle ne suffit pas à créer un fantasme de complot. En fait, on a des traditions qui sont très largement ancrées et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Je vais vous montrer la photo de deux hommes. Et je pense que personne ici ne les connaît. Impossible de les reconnaître. Enfin, moi non plus, avant que je les colle, je ne les connaissais pas, autrement que de nom. Mais c'est là où c'est intéressant. John Rockefeller, plus grande fortune de l'histoire de l'humanité d'un côté, Andrew Carnegie de l'autre. Alors Rockefeller a une certaine postérité. En revanche, Andrew Carnegie, qui le connaît? Voilà. En fait, ce n'est pas tant Andrew Carnegie qu'on connaît, c'est surtout le Carnegie Hall qui est connu. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, vous avez deux des plus grandes fortunes de l'histoire de l'humanité, et Carnegie est totalement inconnu, hormis pour une poignée de personnes, alors que Rothschild, tout le monde connaît. Pourquoi? En raison de l'antisémitisme qui a promu Rothschild comme un symbole de la domination juive sur la finance mondiale. Mais ce qui est encore plus intéressant, et on peut multiplier les exemples, voilà les Américains les plus riches de l'histoire, l'immense majorité sont totalement inconnus. Vanderbilt, je pense que personne connaît, deuxième fortune la plus importante de l'histoire de l'humanité, et dans la liste, il doit y avoir Buffett et Bill Gates, y est ou pas? Ouais, bah voilà. Mais pareil, Bill Gates sera un candidat parfait pour un complot mondial. Il contrôle toute notre informatique. Et pour homme richissime, il contrôle toute notre informatique, sauf si vous êtes sur Mac, qui fait une petite minorité. Et pourtant, trouver un complot à base de Microsoft, c'est ultra compliqué. En revanche, en ce qui concerne les Juifs, il n'y a pas de problème. 2013, vous avez cette affiche de film qui s'appelle L'oligarchie et le sionisme et qui a été produit par la bande Soral et Dieudonné. Donc, oligarchie, qui est le terme qui était sur le devant de la scène pendant la présidentielle, qu'on a retrouvé, j'insiste là-dessus, aussi bien du côté France Insoumise que du côté Front National. Vous voyez qu'en 2013, il était déjà utilisé par la bande Soral et Dieudonné avec une imagerie qui, elle, remonte au XIXe siècle, avec un juif qui domine le globe. Ce qui permet d'insister sur une chose, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui en France n'a rien de nouveau. Contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas un nouvel antisémitisme. On a affaire à un vieil antisémitisme, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et autre exemple qui est symptomatique, un tweet d'un homme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Didier Lestrade. Pour ceux qui ont vu 120 battements par minute, par exemple, qui est un film consacré à la lutte contre le sida en France, Didier Lestrade a été authentiquement une des figures de proue de la lutte contre le sida en France. Et Didier Lestrade a aussi une histoire particulière. Voilà le tweet qu'il a balancé il y a 3 ans. C'est quand même drôle, ceux qui défendent Weinstein comme DSK avant ont l'air d'avoir des affinités sionistes. Donc que Weinstein soit un authentique violeur comme DSK, pas de problème. Mais quel rapport avec les sionistes? Or, quand je vous dis que Didier Lestrade a une histoire particulière, elle est intéressante à mentionner, puisque Didier Lestrade est ce qu'on appelle un pied noir. Il est né en Algérie et il a imprégné de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir cet antisémitisme algérien pied noir, et j'insiste sur le algérien pied noir, c'est pas les Algériens d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est propre aux sociétés européennes présentes en Afrique du Nord à l'époque. Et ce qu'on voit là est sans doute ancré dans la culture dont il a hérité. Mais on retrouve aussi ce genre de déclaration chez des représentants des plus hautes sphères des États. Alors pour le coup, là, vous devez réussir à lire. C'est la déclaration qui a été faite par le vice-président iranien lors d'une conférence anti-drogue des Nations Unies. Je vous donne 1 minute pour lire sa déclaration en ouverture de cette conférence qui s'est tenue à Téhéran en 2012.
Donc vous voyez que Kobe Bryant, à côté, c'est de la gnognotte. Là, on a à peu près tout. Ce qui est intéressant, je vais revenir sur le Talmud, qui est un livre religieux juif qui visiblement est revenu au centre des préoccupations des antisémites. Ce qui est intéressant, c'est que ce responsable iranien utilise exclusivement des éléments antisémites européens. Et c'est là où il y a quelque chose de très important. On nous explique depuis quelques années qu'il y a un nouvel antisémitisme en France, sous-entendu les Noirs et les Arabo-musulmans. Alors, je rappelle que ces Noirs et ces Arabo-musulmans sont français, qu'ils ont grandi dans une culture française et qu'ils ont hérité de traditions françaises et européennes qui servent avant tout, traditions françaises européennes, qui servent avant tout de vivier pour ces théories antisémites. L'antisémitisme est européen historiquement et tous les thèmes qui sont repris ici par Reza Rahimi sont des éléments qui ont été développés en Europe. Il n'y a pas une pensée qui viendrait d'un antisémitisme iranien, pas plus qu'aujourd'hui en France, on ne voit dans les thèmes de l'antisémitisme aujourd'hui d'éléments qui sont extérieurs à l'antisémitisme traditionnel. Maintenant, d'un point de vue complotiste, et vous en avez quelques exemples, on peut retracer ça historiquement. Alors, avant de vous parler de la ville de Norwich, en Angleterre, il faut revenir sur l'Antiquité. Et au moment de la rencontre entre le monde hellénistique et le monde juif, au tournant des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ, on se rend compte dans les rares écrits qui nous sont parvenus que les Juifs sont déjà accusés par les Hellènes de n'être pas exactement comme eux. Et par exemple, le philosophe Démocrite, au IVe siècle, écrit ceci: « Tous les 7 ans, les Juifs capturent un étranger qu'ils offrent en sacrifice à leur Dieu en le lacérant. » Vous voyez, dès le 5e, 4e siècle, je ne pense pas que Démocrite soit l'inventeur de cette idée, il a récupéré un truc qui devait traîner. Il y a cette idée que les Juifs sont différents, et d'ailleurs, ils sont une menace pour les autres. On retrouve dans un autre texte qui date du tournant du 1er siècle avant Jésus-Christ ou 1er siècle après Jésus-Christ, d'un auteur à nouveau grec qui s'appelle Apion, A-P-I-O-N. À peu près la même déclaration, mais avec des évolutions. Apion nous dit « Tous les ans, les Juifs capturent un Grec, c'est plus un étranger désormais, c'est vraiment les Grecs qui sont ciblés, qu'ils sacrifient et qu'ils mangent. » Vous voyez, il y a cette idée que les Juifs commettent des crimes de sang, ce que vous ignorez, mais que les Polonais savent jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs commettent des crimes de sang et ils mangent ceux qui ne pensent pas comme eux. En fait, cette idée-là, elle existe dès l'Antiquité, elle va très largement disparaître durant les premiers siècles du Moyen-Âge. On n'en retrouve plus de traces jusqu'à 1144 dans la ville de Norwich. Alors, à nouveau, pourquoi est-ce que je vous montre la carte de Norwich, puisque vous voyez, il y a le monastère, il y a le château au centre, et juste à côté du château, la 3e tache blanche, c'est la juiverie de Norwich, ce qui vous montre une chose, les Juifs sont au centre de la ville parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Et en 1144, cette population qui est présente depuis très longtemps va se voir accusée d'avoir commis un crime, à savoir la mort d'un jeune apprenti de 12 ans qui s'appelle Guillaume de Norwich, dont le corps vient d'être retrouvé à l'extérieur de la ville. En fait, une partie de la population va accuser les Juifs, tandis que les autorités vont protéger les Juifs. A priori, rien de grave, sauf qu'en 1150, le moine Thomas de Monmouth va écrire une vie et miracle de Guillaume de Norwich. Et Thomas de Monmouth, dans cette vie de Guillaume de Norwich, William, va écrire une chose. Selon ses sources, lors de son enquête, la raison pour laquelle les Juifs ont tué Guillaume est très simple. Pour reconquérir Israël, les Juifs sacrifient un enfant chaque année.
Donc, vous voyez, il y a déjà cette idée que les Juifs veulent récupérer Israël et que pour ce faire, ils tuent un enfant. Et donc les chefs juifs de l'Europe se retrouvent chaque année à Narbonne. Pourquoi Narbonne, j'en sais rien. Pour désigner une communauté qui est chargée de procéder au sacrifice. Et en 1944, c'est tombé sur Norwich. Donc vous voyez qu'on retrouve et l'idée de la liaison des Juifs avec leur terre et l'idée d'un complot qui serait téléguidé par une sorte de noyau occulte qui règne sur l'ensemble des Juifs en Europe. En fait, on va voir se développer en Angleterre un culte de Guillaume de manière très intéressante sans qu'il ne soit lié à l'antisémitisme. Le culte qui est voué à Guillaume est voué à un enfant qui est mort alors qu'il est en jeune âge, préadolescent, mais sans rapport avec l'antisémitisme. Mais dans le même temps, on va voir se répandre dans toute l'Angleterre des accusations contre les Juifs à chaque fois qu'un enfant meurt. Ça va devenir quelque chose de récurrent et au tournant des XIIIe, XIVe siècles, cette intolérance va atteindre son maximum en Angleterre. Et en 1255, cette fois dans la ville de Lincoln, donc vous voyez la cathédrale de Lincoln, ce qui vous montre qu'on a affaire à des villes importantes, comme le montre cette gravure. En 1255, cette fois, c'est Hugues de Lincoln, âgé de 8 ans, qui disparaît, sauf que cette disparition intervient à un moment très particulier. Juste avant cette disparition, le roi Henri III avait vendu ses droits, notamment ses droits de taxe sur les Juifs, à son frère. Et Henri III d'Angleterre se rend compte qu'il a fait une erreur et il fait amender cette vente de droits de taxe sur les Juifs en faisant ajouter ceci. Si un Juif est condamné pour crime, ce n'est pas son frère qui hérite des biens, mais lui, Henri III, roi d'Angleterre. Ce qui fait qu'au moment où Hugues de Lincoln disparaît, Henri III va intervenir et faire arrêter 90 Juifs de la ville de Lincoln et en faire condamner à mort 18 qui sont pendus, ce qui lui permet de récupérer les biens des Juifs qui ont été condamnés. Ce qui vous montre qu'on a une résonance entre les accusations populaires et des nécessités politiques. Henri III, pour enflouer ses caisses, profite de la situation et fait accuser les Juifs. Maintenant, en ce qui concerne Hugues de Lincoln, à nouveau, on va avoir affaire à un martyr chrétien pour lequel on va voir naître un culte, mais surtout, Hugues de Lincoln va très largement influencer la culture populaire britannique à travers les contes de Canterbury. En fait, c'est une des histoires des contes de Canterbury, c'est le martyr du petit Hugues tué par les Juifs. Alors, d'abord, si on regarde la diffusion des contes de Canterbury qu'on connaît, y compris en France, ils ont circulé dans tout le monde anglo-saxon. Vous avez par exemple ici une édition de 1896 aux États-Unis, et voici une image qui en est extraite, qui s'appelle « La fille du Juif qui attire Hugues dans son jardin ». Donc en 1896 aux États-Unis, vous avez l'importation d'une histoire qui date du XIIIe siècle en Angleterre et qui participe très largement de la diffusion de ces accusations de crimes de sang qui sont portées contre les Juifs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'au XXe siècle, on a un pèlerinage à Lincoln en hommage à Hugues, et il faut attendre 1955 pour que l'église anglicane fasse apposer une plaque à Lincoln en dénonçant les accusations fallacieuses contre les Juifs. Vous voyez, jusqu'au XXe siècle, on a un culte qui est voué à un martyr chrétien qui est associé plus ou moins directement au crime de sang, et ce culte-là va perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, on va voir à partir du XIVe siècle
un mélange entre les accusations contre les Juifs et tout un ensemble d'événements historiques, par exemple la peste noire. La diffusion de la peste noire va être accompagnée d'une vague de violence contre les Juifs dans toute l'Europe, en suivant un chemin qui part de l'Angleterre et qui se diffuse à travers toute l'Europe. Et vous voyez que ça a pu être cartographié d'une façon évidente par les historiens, par les médiévistes. Ça part du nord de l'Europe et ça se diffuse vers le sud, l'Espagne, et ensuite vers les Balkans. En fait, on a toujours les mêmes accusations. La peste noire arrive et, en fait, si elle arrive, c'est qu'elle est diffusée par les Juifs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à Grenoble, en 1349, vu que les Grenoblois ne sont pas cons, et je sais de quoi je parle, je suis grenoblois, ils ont tué tous les Juifs avant que la peste noire n'arrive. Et 6 mois plus tard, on a eu la peste noire à Grenoble. Donc ils ont été prévoyants, mais ça n'a pas marché. Même chose en 1349 à Strasbourg, il y a le massacre de la Saint-Valentin qui est lié à la peste. Et là, ce sont des centaines de Juifs qui sont tués, à nouveau, dans une tentative de prévention contre la peste. En fait, ces accusations, on les retrouve sous différentes formes, aussi bien quand il y a des maladies que quand il y a des disparitions d'enfants. Et ces accusations, elles se diffusent à travers toute l'Europe entre le XIIe siècle et le XVe siècle. Et c'est un élément qu'on va retrouver dans tout l'art chrétien de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Vous avez par exemple dans les Chroniques de Nuremberg, qui est un ouvrage germanique très important à la fin du XVe, une gravure qui vous montre les Juifs au bûcher à Strasbourg en 1349, ce que je viens d'évoquer, ou alors les accusations traditionnelles de crime de sang avec la profanation de l'hostie, puisque l'hostie étant le corps du Christ, elles sont profanées par les Juifs, et donc les Juifs récupèrent le sang du Christ. Et là, c'est un thème qu'on retrouve à travers toute l'Europe romane. Tout d'abord, vous avez ici un tableau de Paolo Uccello qui vous montre le miracle de l'hostie profanée, une famille de Juifs qui viennent de poignarder une hostie, le sang qui se répand sous la porte de la maison de cette famille et les chrétiens de la ville qui interviennent pour arrêter cette profanation. Même chose avec ce triptyque qui est exposé à Barcelone. Vous voyez au centre du triptyque et sur un panneau les Juifs qui profanent l'hostie et ensuite les Juifs qui sont amenés au bûcher. Mais le christianisme étant plutôt sympathique, on offre l'Eucharistie aux Juifs qui sont pardonnés. Ces accusations de profanation de l'hostie, de manière intéressante, elles vont naître à Paris, à l'église des Billettes, au XIIIe siècle, et ensuite elles vont se diffuser dans toute l'Europe à partir de Paris. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la profanation d'hostie est totalement oubliée en France dès la fin du Moyen-Âge, alors qu'elle demeure prégnante aussi bien en Espagne et surtout dans l'espace germano-slave. Si vous regardez cette carte, vous voyez à quel point ces accusations sont fréquentes dans l'espace germanique et de ce qui va devenir ensuite le royaume de Pologne. Même chose en ce qui concerne les accusations de crimes de sang, les enlèvements d'enfants. Vous pouvez voir comment ça se diffuse et à nouveau, on peut se rendre compte d'une chose, ça part d'Angleterre comme les vagues de pogroms liées à la peste noire, ça se diffuse dans toute l'Europe pour atteindre Damas au XIXe siècle à travers la chrétienté. Les premières accusations d'enlèvement d'enfants dans l'espace oriental sont le fait des communautés chrétiennes orientales et pas du tout du monde musulman. Maintenant, autre accusation contre les Juifs, en 1475, avec un nouvel enlèvement d'enfants, et ce n'est pas juste pour vous égrener les enlèvements d'enfants, mais c'est pour vous montrer comment les choses se mettent en place entre Norwich et en fait la disparition de Simon de Trente, cette fois un enfant qui a 2 ans,
à Trente dans le Tyrol en 1475. Simon disparaît juste avant la Pâque juive et le jour même de sa disparition, la population accuse les Juifs d'avoir enlevé le petit Simon. Et on trouve même un narratif pour expliquer cet enlèvement. Pour la Pâque juive, les Juifs ont besoin du sang d'enfants chrétiens pour faire du pain azime. C'est l'ingrédient secret. Voilà. D'un côté, il y a le foie gras, de l'autre, il y a le sang des chrétiens pour faire du pain azime. Et donc, ça va donner lieu à 2 procès au cours desquels, sur les 30 Juifs de la ville de Trente, la moitié sont condamnés à mort et mis à mort. En quelques années, on va voir la naissance d'un culte du petit Simon de Trente qui va très rapidement se voir attribuer une centaine de miracles en moins d'une décennie. Et voici le culte de Simon de Trente en 1955. Donc nous, on est dans un pays laïque et évidemment les Italiens sont des arriérés et on en a la preuve. 1955, vous voyez la foule qui se presse pour le culte du petit Simon. En fait, en 1588, Simon va être proclamé par le pape martyr et saint patron des victimes enlevées et torturées. Donc, vous voyez que le saint patron des victimes enlevées et torturées est un enfant qui a été tué par les Juifs. Et ce culte-là, il va très largement se diffuser à la fois dans l'espace italien et dans l'espace germanique. Voici quelques exemples où on retrouve des évocations du martyre de Simon, aussi bien à Trente, en Lombardie, ou alors à Nuremberg et plus largement dans l'espace germanique. Ce qui permet de mettre en lumière une chose. D'abord, vous voyez que les choses se structurent petit à petit. À Norwich, on accuse juste les Juifs d'avoir enlevé un enfant. Ensuite, à Lincoln, le pouvoir s'en mêle et confirme l'accusation. Et enfin, à Trente, on a l'explication finale. Les Juifs enlèvent les enfants pour récupérer le sang pour la Pâque juive. Et autour de cela, tout un ensemble de choses vont se développer qui, chez nous, dans l'espace roman, sont très largement inconnues. Mais on retrouve également un autre élément qui nous est très largement inconnu. En haut de cette gravure, vous avez à nouveau le martyre de Simon. Et en dessous, vous avez une autre accusation qui apparaît à la fin du Moyen-Âge à l'encontre des Juifs, à savoir la déprédation sexuelle. Si vous regardez cette gravure, vous voyez des Juifs qui sont en train de forniquer avec une truie. Et même chose sur cette gravure-là, c'est une accusation qu'on va retrouver dans tout l'espace germanique au Moyen-Âge. À nouveau, ça a été cartographié. Voici toutes les cathédrales collégiales où on trouve ce qui s'appelle en allemand les Judensau, à savoir les truies des Juifs, qui ornent, par exemple, la collégiale de Colmar ou alors la cathédrale de Cologne. À partir de la fin du XIVe siècle, on accuse les Juifs, en plus des accusations portant sur l'argent, l'empoisonnement des puits, tout ce que vous voulez, le fait d'avoir des pratiques sexuelles très particulières, ce qui va continuer à être véhiculé tout au long des siècles et qu'on va retrouver par exemple dans le nazisme, où le juif particulièrement hideux séduit et souille les jeunes filles aryennes. Et vous avez en permanence ces contradictions aussi dans l'antisémitisme. Le juif est laid, mais en même temps, il corrompt les belles femmes, qui évidemment sont trop stupides pour se rendre compte de la laideur du juif. En France, cette dimension-là sexuelle a très largement disparu, mais elle a existé en particulier au XIXe siècle avec le mythe de la belle juive. Vous avez notamment une étude qui a été consacrée à ce sujet, qui a été incarnée par tout un ensemble de figures au théâtre, comme notamment Sarah Bernhardt, où la juive a été assimilée à une ensorceleuse. Donc c'est à la fois masculin, vous le voyez dans le nazisme, ou féminin, ça a été le cas en France. Et chez les nazis, ça a donné lieu à une législation qui interdit tout contact sexuel entre juifs et non-juifs, avec ce qui s'appelle la honte raciale, la Rassenschande,
Et vous connaissez certainement ces photos qui ont été faites par les nazis, où on a humilié publiquement hommes et femmes, juifs et non-juifs, qui étaient en couple et qui ont donné lieu à des exécutions publiques. Sauf que ce type d'accusation, c'est exactement ce qu'on retrouve chez l'estrade. L'estrade, en fait, s'inscrit dans ce courant-là, et c'est ce qu'on retrouve sur une fausse une de Charlie Hebdo qui vient de la bande Soral et Dieudonné, où vous voyez que Polanski est un violeur, pas parce qu'il est un violeur, mais parce qu'il est juif. Ce thème-là du juif comme étant une menace sexuelle remonte au Moyen-Âge, apparaît et disparaît au gré des périodes. En France, en gros, il a disparu depuis le XVIIe siècle, il réapparaît au début des années 2010, autour d'une extrême droite très particulière. Maintenant, pour vous montrer à quel point, et je vous l'ai dit, quand on parle aujourd'hui de nouvel antisémitisme, c'est très largement erroné. L'antisémitisme se nourrit de thèmes qui sont très anciens. Pour vous donner un exemple, Der Stürmer, qui est considéré comme étant la revue nazie la plus pornographiquement antisémite. Ce n'est pas la plus antisémite, puisqu'ils sont à peu près tous au même niveau, mais là on a affaire à véritablement une forme de pornographie antisémite. Der Stürmer vous montre des juifs qui recueillent le sang des enfants allemands pour le pain asile. Donc une revue nazie, autrement dit païenne, qui se réinscrit dans des accusations chrétiennes qui remontent au Moyen-Âge et en fait qui remontent à l'Antiquité. Ce qui vous montre qu'on n'a pas de véritable invention, mais une reprise de thèmes qui remonte à la plus haute Antiquité. Et même chose qu'on peut retrouver dans la cathédrale de Sandomierz en Pologne, où vous avez ce tableau qui vous montre un enfant polonais qui a été enlevé dans un tonneau par les Juifs au moment de la Pâque juive pour récolter son sang, ce qui a donné lieu à une étude faite par une sociologue polonaise avec ses étudiants, Joanna Tokarska-Bakir, qui s'est penchée au début des années 2000 sur ce qui s'appelle en Pologne les légendes de sang. Autrement dit, elle et ses étudiants sont allés interroger les gens, notamment de Sandomierz, parce qu'elle s'est rendue compte de ce sujet-là en découvrant le tableau. Ils sont allés interroger les gens en leur demandant ce qu'ils connaissaient des crimes de sang commis par les Juifs. Et c'est à cette occasion que cette étude a permis de montrer qu'il y a un nombre très important de Polonais qui connaissent des Polonais, qui ont vu des Juifs, qui ont enlevé des enfants au XXe siècle pour les tuer au moment de la Pâque juive. Vous voyez donc qu'on a affaire à des mythes antisémites qui sont très profondément ancrés dans les croyances populaires. Je le redis parce que c'est très important, les chiffres aussi permettent de mettre en lumière l'absurdité. Aujourd'hui, on estime qu'il y a moins de 10 000, selon les estimations les plus optimistes, moins de 15 000 juifs en Pologne. Il n'en demeure pas moins que 13% des Polonais connaissent des gens qui ont vu des crimes de sang. Donc en gros, un Polonais sur 10, alors qu'il n'y a même pas 15 000 juifs en Pologne. Vous voyez à quel point c'est profondément ancré. Maintenant, dernier exemple de crime de sang qui a son importance, qui est connu sous le nom d'affaire Bélis. Alors Bélis, ça s'écrit B-E-I-L-I-S. Et Bélis, c'est l'homme qui va être accusé par la police du Tsar à Kiev en 1911 d'avoir tué un enfant ukrainien. Bélis est immédiatement accusé dans le cadre d'une campagne antisémite qui est orchestrée par le Tsar, qui a quelques problèmes avec son opinion publique depuis le début du XXe siècle. Et ce qui va se produire à ce moment-là est à nouveau très intéressant. Alors, vous voyez une publication ukrainienne qui alerte la population de Kiev en leur disant sommairement, Ukrainiens, défiez-vous des Juifs, la Pâque juive approche. Donc l'idée à nouveau que la Pâque juive, qui a présidé à la mort tragique du Simon de Trente, que la Pâque juive est l'élément qui explique la mort de cet enfant à Kiev, devient un élément central des propos antisémites. Et vous voyez que Trente et Kiev, il y a quand même quelques milliers de kilomètres de distance qui n'empêchent pas la circulation des idées.
Pour le tsar, ça devient un moyen de détourner l'opinion publique des problèmes sociaux qui règnent dans l'empire tsariste. Mais ce qui va se passer dans la Russie tsariste à ce moment-là, c'est ce qu'on retrouve en fait depuis Norwich en 1144. L'antisémitisme va être dénoncé par une partie des intellectuels russes, notamment Maxime Gorky. Ces intellectuels-là dénoncent l'accusation portée contre Bélis, et cette affaire va de nouveau, après l'affaire Dreyfus, occuper la une des journaux à l'international pour dénoncer un complot contre les Juifs manipulé par un État, ici en l'occurrence l'État russe. Et en 1913 va se tenir le procès qui va mettre aux prises d'une part un procureur au service du tsar, mais aussi les meilleurs avocats du pays qui ont été mobilisés par les intellectuels russes. Et voici l'acteur star de l'accusation, à savoir Justinas Prainaitis, un homme qui s'est fait connaître comme spécialiste des crimes commis contre les Juifs, notamment en ayant publié en 1892 le Talmud démasqué. Alors c'est quoi le Talmud pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un livre d'interprétation juif de la Bible. Étant donné que la Bible c'est déjà assez obscur, il a fallu pendant des siècles discuter de l'interprétation des écrits bibliques, ce qui a donné naissance au Talmud. Il en existe deux versions différentes, le Talmud de Babylone, puisque une population juive importante se trouvait à Babylone, et le Talmud de Jérusalem, puisqu'il y avait des Juifs à Jérusalem aussi. Bref, le Talmud, qui a une particularité, il n'a jamais été traduit de l'hébreu et de l'araméen dans aucune autre langue jusqu'au début du XXe siècle. Mais Prainaitis prétend que lui l'a traduit. Ce qui est faux, puisque Prainaitis ne parle ni l'hébreu ni l'araméen. Et surtout, c'est ce que va montrer la défense de Bélis, non seulement il ne parle pas une langue qui lui aurait permis de traduire ce document, mais surtout ce qu'il raconte est faux, puisqu'il prétend que le Talmud prescrit aux Juifs de tuer les enfants chrétiens pour récupérer le sang. Accusation qui remonte à Simon de Trente. Sauf que les avocats de Bélis vont juste rappeler une chose très simple, la loi de Moïse, à savoir la Bible, ce qu'on appelle la cacheroute, c'est-à-dire manger cachère, interdit aux Juifs de consommer du sang. Et que vu qu'il interdit aux Juifs de consommer du sang, ils ne vont certainement pas consommer du sang d'enfants chrétiens. Donc vous voyez qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour quelque chose d'évident. Les Juifs ne consomment pas de sang, pas de boudin pour les Juifs, pour aller très vite, se trouve au cœur même des accusations qui sont portées contre les Juifs depuis le Moyen-Âge. Et au moment de l'affaire Bélis, cet argument-là est balayé par la défense. En fait, ce qui est intéressant avec Prainaitis et son fameux Talmud démasqué, c'est que lui-même a plagié, et c'est un truc très important dans l'antisémitisme, d'autres publications consacrées au Talmud, notamment 5 lettres sur le talmudisme et le crime de sang chez les Juifs, publié en 1881, qui lui-même est un plagiat d'un autre ouvrage publié en France au XIXe siècle, l'ensemble étant un plagiat du Pugio Fidei, qui remonte au Moyen-Âge en France et à une affaire qui s'est déroulée en 1240 à Paris, qui s'appelle le procès du Talmud. Nicolas Donin, qui est un franciscain, va accuser le Talmud de blasphème contre la chrétienté. Et donc on va voir se dérouler de 1240 à 1242 le procès du Talmud, une disputation qui va se conclure par l'interdiction faite de posséder un Talmud. Tous les Talmuds présents à Paris et dans les environs vont être menés en place de grève pour être brûlés. Ce qui vous montre que déjà il y avait des Juifs à Paris en 1240, forcément, et que ces accusations rituelles contre le Talmud qui prescriraient des crimes contre les Juifs remontent à ce Moyen-Âge. Et au même moment, cette fois un dominicain qui s'appelle Raymond Martin va se livrer à plusieurs écrits anti-juifs, dont un qui s'appelle le Pugio Fidei, dénonce lui aussi le Talmud
Et Raymond Martin prétend traduire des passages du Talmud, passages qui, selon la traduction de Raymond Martin, prescrivent de s'attaquer aux chrétiens. Or, ces passages sont totalement fantaisistes et n'ont jamais existé dans le Talmud. Sauf que vous voyez qu'on les retrouve véhiculés jusqu'au XIXe siècle chez Pranaitis. Alors, le Talmud, c'est quoi? Voilà ce que c'est. Un texte en hébreu et en araméen. Au centre, vous avez le texte de la Bible et tout autour, articulé, les commentaires en colonnes. Et vous avez différentes colonnes selon les écoles et les grands rabbins qui se sont penchés autour. Et ces accusations du Talmud, on le retrouve évidemment dans le nazisme. Ici, vous avez une caricature qui montre des juifs à l'étude, qui explique que, selon le Talmud, seul le juif est un humain, etc., etc. Je vous passe les détails. On a une multiplication d'ouvrages nazis qui se focalisent sur le sujet, qui a totalement disparu en France jusqu'en 2010. Sauf que on trouve sur Amazon aujourd'hui une réédition en français de cet ouvrage qui s'appelle Les Juifs et le Talmud de Flavien Brenier, qui était un ami de Drummond. Donc c'est la grande phase de l'antisémitisme de la fin du 19e siècle. Si vous voulez l'acheter, ça a été republié en 2017 et ça se trouve sur Amazon sans aucun problème. Et vous voyez que l'officiel iranien qui parle du Talmud s'inscrit directement dans une tradition qui remonte au Moyen-Âge. En fait, on va avoir une multiplication d'écrits qui déclinent des vieux termes médiévaux, voire antiques, qui prêtent aux Juifs des crimes de tous ordres. Et le plus intéressant, et je vais aller très vite parce qu'il reste quasiment plus de temps, voire même je suis à la bourre, c'est le protocole des sages de Sion. Or, le protocole des sages de Sion est un parfait exemple qui vous montre à quel point l'antisémitisme d'aujourd'hui n'est qu'un plagiat permanent de tout un ensemble de choses. Alors, les protocoles des sages de Sion, on va les laisser de côté pour s'intéresser à un auteur qui est totalement oublié et à bon droit, qui s'appelle Hermann Götzsche, qui a écrit en fait un roman qui s'appelle Biarritz. Roman qui ne va avoir pas de succès particulier, mais dans Biarritz, il explique qu'il y a un complot juif mondial, et il écrit tout un chapitre dans ce roman qui s'appelle Biarritz, un chapitre qui est consacré à une réunion des chefs juifs. Donc vous voyez, c'est la même chose que chez Thomas de Monmouth au XIIe siècle. Les chefs juifs se réunissent dans le cimetière de Prague sur les ordres du grand rabbin pour décider du complot mondial. Ce qui vous montre à quel point les juifs sont cons. Ils se réunissent dans des cimetières, pas dans des salons luxueux ou sous les ors dorés de je ne sais pas quoi. Non, c'est dans les cimetières qu'ils se réunissent pour contrôler le monde. En fait, ce chapitre-là va attirer l'attention de quelques personnes, notamment en Russie en 1872, où il va être publié en tant que pamphlet qui va être titré « Les Juifs maîtres du monde », ce qui va attirer une certaine visibilité sur le roman de Götzsche, qui va être très largement, à partir de ce moment-là, diffusé dans toute l'Europe. Mais en fait, en France, on va commencer à le feuilletonner dans la presse à partir de 1881, en le présentant comme étant l'œuvre non pas d'Hermann Götzsche, auteur allemand, mais d'un diplomate anglais qui s'appellerait John Radcliffe et qui révélerait des informations qu'il aurait recueillies en tant que diplomate. Et en 1933, vous allez avoir la parution de ces Juifs maîtres du monde, c'est-à-dire le chapitre sur le cimetière de Prague, en Allemagne, publication qui va être le fait d'un homme qui s'appelle Joachim von Leers, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Mais vous avez donc ce roman Biarritz de Götzsche, très mauvais roman, mais en fait Götzsche lui-même est un très mauvais romancier qui n'a aucune imagination et qui va plagier 3 sources différentes. La première source, c'est Machiavel et Montesquieu, etc., etc., Discours aux enfers, qui a été écrit par un archiviste français
dans le Gard qui s'appelle Maurice Joly et qui est un pamphlet contre Napoléon III. On a un pamphlet politique qui accuse Napoléon III et en fait, Radcliffe Gotche va plagier cet ouvrage. Ouvrage qui se veut comme étant un brûlot politique, j'insiste là-dessus, contre Napoléon III. Mais à la place de Napoléon III, il met les Juifs et en guise de rouage, il utilise deux auteurs un peu plus talentueux, à savoir Eugène Sue et Alexandre Dumas, dont il plagie plusieurs ouvrages, notamment Balsamo, et puis Les Mystères de Paris et Le Juif errant. Donc vous voyez, il mélange tout ça et il sort Biarritz. Biarritz va infuser, et à la fin du XIXe siècle, le tsar, qui a toujours ses problèmes avec sa population et quelques révolutions à venir, va demander à l'Ukrainien, à savoir son service d'espionnage ou de sécurité, de trouver un moyen de détourner l'attention sur les Juifs. Et en fait, à Paris, un agent de l'Ukrainien qui s'appelle Golovin va produire, en s'inspirant à la fois du pamphlet de Joly et de Biarritz, va servir une nouvelle mouture qui s'appelle le protocole des sages de Sion. Autrement dit, les Juifs dominent le monde et ils sont tellement cons qu'ils le mettent par écrit dans un ouvrage qui s'appelle le protocole des sages de Sion et qui expose l'ensemble de leurs projets politiques. Puisque, en gros, les protocoles, c'est quoi? C'est les Juifs qui expliquent au reste du monde comment ils les dominent. Donc, c'est le propre du complot, il n'y a pas de traces, mais on va vous expliquer qu'il y a quand même des traces. En fait, les protocoles vont d'abord être diffusés dans l'espace russe jusqu'à ce qu'un type en entende parler, et ce type s'appelle Henry Ford. Henry Ford, qui est à l'époque la plus grande fortune des États-Unis, ou peu s'en faut, va feuilletonner dans son journal qui s'appelle le Dearborn Independent le protocole des sages de Sion pour dénoncer la domination juive sur la finance mondiale. C'est-à-dire qu'un des hommes les plus riches des États-Unis dénonce la puissance financière des Juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité, mais Ford l'a fait. Et en fait, c'est Ford qui va très largement participer à la diffusion des protocoles des sages de Sion, dont je vous ai montré tout à l'heure les éditions françaises. Voici quelques éditions mondiales diffusées dès les années 20 et 30, ou alors des éditions plus contemporaines que vous pouvez trouver alors, à l'aéroport d'Athènes, puisqu'il y en a une qui est photographiée à Athènes, d'autres à Istanbul. Ça, vous pouvez les trouver à l'aéroport d'Istanbul. Et ça doit être Damas. Vous n'irez pas à Damas, surtout pas en ce moment. Mais les protocoles qui sont très largement diffusés depuis les années 20 et 30, à nouveau, sont des purs produits de l'antisémitisme européen. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Cet antisémitisme européen qui a fini par se retrouver, et je vais conclure là-dessus dans quelques minutes, je vous promets, dans le monde arabe et même plus qu'arabe, puisque la Turquie, qui n'a rien à voir avec le monde arabe, connaît le même antisémitisme, ou alors l'Iran, dont vous avez vu un exemple, connaît le même antisémitisme. En fait, c'est grâce notamment à ce genre d'homme, Joachim von Leers, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui a édité Le cimetière de Prague en 1933, qui va devenir l'adjoint de Goebbels à partir de 1933 et qui va passer son temps à rédiger des ouvrages consacrés aux Juifs pour le ministère de la Propagande du Troisième Reich. En 1945, il va plutôt choisir d'immigrer vers l'Argentine, où il anime cette revue qui s'appelle Der Weg, et en espagnol, ça s'appelle El Sendero, donc même chose, le sentier. Et il se fait remarquer en Argentine un peu trop. Et donc le régime péroniste va commencer à lui créer des misères, sauf que pendant la guerre, von Leers a rencontré un type à Berlin qui s'appelle le Grand Mufti de Jérusalem. Et le Grand Mufti de Jérusalem, qui est en Égypte après la guerre, va conseiller au régime égyptien de recruter von Leers au service de la propagande égyptienne. Et donc von Leers va migrer de l'Argentine vers l'Égypte. Et en Égypte, il va se voir confier une mission, à savoir animer la propagande
antisioniste, puisque le régime égyptien, pour détourner ses problèmes d'opinion publique, va focaliser une grande partie de sa propagande dans la guerre contre Israël. En fait, ce qui va se passer à partir de la fin des années 40 dans les régimes nationalistes arabes, aussi bien en Syrie qu'en Égypte ou en Irak, ça va être l'utilisation de l'antisémitisme au service de la guerre contre Israël, avec la récupération de tout un ensemble de théoriciens, en particulier nazis. Et von Leers va notamment présider à la traduction de tout un ensemble d'ouvrages écrits en allemand vers l'arabe. Et voilà comment s'est diffusé l'antisémitisme européen dans le monde arabo-musulman pour aller très vite. Cet antisémitisme-là est devenu un élément central en matière de gouvernement pour les régimes nationalistes du monde arabe ou alors les régimes religieux comme l'Iran ou la Turquie actuelle, et un moyen d'essayer de détourner le mécontentement des opinions publiques de façon très régulière. Et on a pu le constater par exemple en 2010, ou alors plus récemment cette année au Liban. En 2010, aussi bien à Damas qu'à Tripoli, les régimes vont dire que les premières manifestations de ce qu'on va appeler les printemps arabes sont un coup des sionistes pour essayer de remobiliser l'opinion publique contre l'ennemi israélien. Et dans les deux cas, ça va faire long feu, Kadhafi va être emporté dans les conditions qu'on connaît. Ce qui s'est passé en Syrie, on connaît également, mais les grandes manifestations qui ont lieu à Beyrouth depuis 2 mois ont connu exactement le même mécanisme. Le gouvernement libanais a commencé par expliquer que c'était un coup des sionistes, les manifs, alors que c'est le mécontentement populaire, à nouveau pour essayer de rejeter la faute sur un ennemi frontalier, et à nouveau ça n'a pas pris. Pendant très longtemps ça a fonctionné, aujourd'hui ça a été balayé. La conséquence, alors aujourd'hui visiblement cet atout-là ne fonctionne plus dans ces États, en revanche la conséquence c'est d'avoir très largement diffusé un antisémitisme qui était extérieur et qui est devenu partie intégrante de ces sociétés. Avec une différence, en Europe, en raison de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme a été combattu depuis 1945, il prolifère dans ces espaces-là parce qu'il a été favorisé par les États qui dirigent ces espaces depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant. Même si on a un petit peu dépassé, il y a peut-être quelques questions avant qu'on dise à M. Brotman qui doit partir dans le sud de la France dans le Dauphiné. Écoutez, je crois que vous avez été très clair. Je voulais vous remercier. Vous nous avez ouvert énormément de pistes sur lesquelles nous avons en partie travaillé cet après-midi. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous accueillir parmi nous dans cette académie. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci à vous et bon appétit. On se retrouve ici, 13h30. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas fait, de signer la feuille des marchands et la compléter, elle sera là de toute façon tout au début d'après-midi. Merci.